N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Lorsqu'il devient secrétaire général du Parti communiste soviétique, le PCUS, le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev a tout juste 54 ans. Il est le plus jeune membre du Politburo, la plus haute instance dirigeante du parti, et son arrivée au sommet de l'État marque une nette rupture avec une époque qui a vu se succéder en quelques années une série de dirigeants âgés et à la santé chancelante. Surtout, étant né en 1931, Gorbatchev est le seul dirigeant soviétique à avoir vu le jour après la révolution bolchevique. Issu d'une famille paysanne du sud de la Russie, il a vécu pleinement les conséquences de la politique stalinienne de collectivisation des terres. De par sa position, il était parfaitement conscient des graves difficultés auxquelles l'URSS était confrontée et il était convaincu que pour sauver le système, voire le pays lui-même, un changement radical de politique était nécessaire. La politique de Gorbatchev pour sauver l'Union soviétique repose sur 4 piliers. La perestroïka, soit la restructuration de l'économie, la glasnost, qui appelle à une plus grande transparence du pouvoir, la démocratisation, qui doit transformer le régime soviétique en un régime plus démocratique, et l'uskorénie, soit l'accélération de la transformation politique, économique et sociale de l'URSS. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Gorbatchev ne cherchait nullement à abattre le système, mais au contraire à le sauver. Et il était convaincu qu'en agissant rapidement, avec des réformes de profondeur, il pouvait y arriver. En seulement quelques années, la société soviétique connaît, avec la perestroïka et la glasnost, de profonds bouleversements. L'économie soviétique, qui était jusque-là une économie planifiée, devient à la suite des réformes de Gorbatchev une économie mixte. Bien que l'État soviétique continuait à donner des objectifs de production à atteindre et détenait toujours, selon l'expression marxiste, les moyens de production, les entreprises pouvaient désormais, en fonction de la demande, décider de leurs propres objectifs de production, ainsi que de fixer le prix de leurs produits et surtout générer leurs propres profits grâce aux ventes de leurs produits. En contrepartie, elles devaient payer elles-mêmes leurs salariés et le matériel nécessaire pour leur activité. Tout cela signifiait aussi que l'État arrêta de soutenir financièrement les entreprises jugées peu rentables et inefficaces. Autre révolution apportée par la perestroïka, les entreprises, au lieu d'être la propriété de l'État, pouvaient dorénavant être détenues par leurs propres employés, qui pouvaient donc décider eux-mêmes ce qui était bon pour eux et pour leur société. Enfin, Gorbatchev encouragea petit à petit les investisseurs étrangers à venir s'installer en URSS. Il baissa les impôts sur les entreprises, poussa à la signature d'accords commerciaux avec l'étranger, encouragea une décentralisation des prises de décision économiques par rapport à Moscou et favorisa la mise en place d'activités communes entre sociétés soviétiques et sociétés occidentales, les soviétiques fournissant la main-d'œuvre et les infrastructures, tandis que les occidentaux offrent leurs capitaux, leurs technologies et leur savoir-faire. De son côté, la glasnost apporta également des bouleversements au moins aussi importants. Après des décennies d'oppression, le peuple soviétique goûtait désormais aux joies de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Ils pouvaient désormais exprimer plus facilement leur mécontentement vis-à-vis du pouvoir, voyager plus facilement à l'étranger et avoir accès à des informations sensibles qui étaient jusque-là classées secret d'État. Des publications longtemps censurées par le régime étaient maintenant autorisées et des médias indépendants du pouvoir, notamment des journaux, voyaient le jour. Les opposants étaient quant à eux réhabilités et autorisés à revenir sur la scène publique. En parallèle du Soviet suprême, la plus haute instance législative du pays, Gorbatchev accélère la politique de démocratisation avec la création en 1989 du Congrès des députés du peuple de l'Union soviétique qui devient le principal organe du pouvoir de l'URSS. La majorité des députés de cette nouvelle assemblée furent directement élus par le peuple et des candidats non communistes furent autorisés à se présenter contre les candidats communistes dont plusieurs furent battus aux urnes. Désormais, ce sont les députés du Congrès qui élisent les membres du Soviet suprême. Le 15 mars 1990, pour renforcer son pouvoir face aux conservateurs du parti qui refusent ces réformes, Gorbatchev crée la fonction de président de l'Union soviétique qu'il occupe tout naturellement et place les membres du gouvernement
sous son autorité. L'URSS se transforme ainsi en un régime présidentiel. Pour mener à bien sa politique de réforme, Gorbatchev entend également renouer le dialogue avec les Occidentaux. Il entame une série de discussions avec les États-Unis qui aboutissent à la signature en 1987 d'un traité éliminant tous les missiles de croisière et balistiques, dont les missiles nucléaires, américains comme soviétiques. Cet accord est souvent vu comme marquant symboliquement la fin de la course aux armements entre Moscou et Washington. La même année, Gorbatchev annonce que les troupes soviétiques vont se retirer d'Afghanistan, ce qui sera chose faite en 1989. En parallèle, Moscou diminue sa présence militaire à l'étranger et réduit son soutien financier aux autres régimes communistes. Mais le changement le plus spectaculaire concerne l'Europe de l'Est. Gorbatchev annonce en effet que contrairement à ce qui se faisait avant, l'armée rouge n'interviendra plus pour réprimer un mouvement de contestation dans un État satellite du bloc communiste. Cette nouvelle doctrine sera surnommée Doctrine Sinatra, en référence à une célèbre chanson de l'artiste américain intitulée My Way, comme pour dire que désormais les peuples d'Europe de l'Est pouvaient désormais choisir librement leur destin. Même si elle peut s'expliquer par le fait qu'elle n'a plus les moyens de le faire, la décision soviétique de ne plus intervenir pour sauver un pays satellite jouera un rôle crucial dans les bouleversements qui menèrent à la chute des régimes communistes d'Europe de l'Est en 1989. En seulement quelques mois, la Pologne, la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie et la Roumanie se débarrassent de leur dictature communiste, entament le processus devant les conduire à devenir des démocraties pluralistes et des économies capitalistes et retrouvent leur indépendance politique pour la première fois depuis les années 30. Le pacte de Varsovie sera quant à lui dissous le 1er juillet 1991. L'événement le plus emblématique de cette incroyable révolution, c'est évidemment la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 qui ouvrira la porte à la réunification de l'Allemagne moins d'un an plus tard, le 3 octobre 1990. Pour beaucoup, à l'Est comme à l'Ouest, ces événements historiques annoncent la fin de la guerre froide. La popularité de Gorbatchev atteint alors des sommets en Occident ainsi que dans les désormais ex-États satellites de l'URSS. Pour son rôle joué dans la libération des pays d'Europe de l'Est et dans l'amélioration des relations avec l'Ouest, Gorbatchev est désigné personnalité de la décennie par le magazine américain Time en 1989 et l'année suivante, il reçoit le prix Nobel de la paix. Mais au même moment, celui qu'on surnomme Gorby à l'étranger est de plus en plus impopulaire dans son propre pays. Avec le recul, on peut se demander si, loin d'avoir sauvé l'URSS, la politique de réforme de Gorbatchev n'a pas plutôt contribué à son effondrement. Avec le passage d'une économie planifiée à une économie mixte, l'État soviétique cessa de soutenir financièrement les entreprises jugées peu productives. Or, la plupart des sociétés du pays se trouvaient exactement dans cette situation, car elles étaient inadaptées aux règles de l'économie de marché. Avec la libéralisation, la plupart des entreprises soviétiques s'effondrèrent, ce qui entraîna une chute de la production des biens de consommation. Résultat, les rayons des magasins étaient vides et les autorités furent contraintes de rationaliser les rares produits disponibles, entraînant l'apparition de longues files d'attente devant les magasins qui sont devenus à l'étranger le symbole de la faillite du système soviétique. L'insuffisance de l'offre par rapport à la demande provoqua une inflation galopante, ce qui conduisit à l'effondrement des salaires, à la chute de la consommation et de la croissance économique et au final à la baisse drastique des recettes budgétaire de l'État, ce qui creusa davantage son déficit et donc son endettement et le rapprocha un peu plus de la faillite. Avec la glasnost, les soviétiques découvrirent peu à peu la situation dramatique dans laquelle se trouvait leur pays, que ce soit sur le plan politique, économique, social, environnemental ou sanitaire. Ils furent accablés de voir à quel point toutes les statistiques officielles étaient truquées, à quel point la répression et la corruption furent pires que ce qu'ils imaginaient, à quel point le nombre réel de soldats tués en Afghanistan était bien supérieur à ce qu'on leur disait jusque-là. Bref, leur adhésion à l'idéal communiste, qui en réalité était déjà bien faible, fut pratiquement réduite à néant. Mais le coup de grâce, qui entama définitivement l'image de l'URSS auprès de sa population et du reste du monde, intervint le 26 avril 1986, lorsque le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine explose, provoquant ce qui deviendra très vite la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Alors que pendant plusieurs jours, le pouvoir soviétique nie l'existence même d'un accident et ne fait rien pour protéger sa population,
Gorbatchev prononce, le 14 mai, une allocution télévisée dans laquelle il reconnaît la gravité de l'accident ainsi que les dysfonctionnements qui ont provoqué la catastrophe. Au final, l'accident de Tchernobyl aura provoqué l'évacuation de plus de 200 000 personnes et coûté l'équivalent de 68 milliards de dollars à l'URSS, ce qui n'a pas arrangé l'état déjà désastreux de ses finances publiques. Surtout, cet accident aura montré au monde que l'URSS était prête à dissimuler la vérité, à mentir et même à mettre en danger sa propre population, même pour un sujet aussi grave que le nucléaire. En résumé, effondrement économique et social, catastrophe nucléaire de Tchernobyl, échec de l'armée rouge en Afghanistan, corruption et inertie du parti et de la nomenclatura, déclin de l'influence du pays à l'étranger, discrédit de l'idéologie communiste. En ce début des années 90, l'Union soviétique est particulièrement mal en point. Au sein même du Parti communiste, Gorbatchev est critiqué aussi bien par le courant réformateur, rejoint par les non-communistes et la société civile, qui lui reprochent de ne pas aller assez vite et loin dans les réformes, que par le courant conservateur, l'armée et le KGB, qui l'accusent au contraire d'avoir par ses réformes affaibli l'URSS tant à l'intérieur en détruisant le monopole du parti sur la vie publique et sur la société qu'à l'extérieur en affaiblissant la position du pays sur la scène mondiale. Mais c'est depuis les républiques soviétiques qui composent l'Union soviétique que va venir l'acte final de la chute de la patrie du socialisme. En effet, avec la crise économique, l'affaiblissement de l'autorité du pouvoir central à Moscou et le discrédit du communisme, les nationalismes des différentes républiques, jusque-là étouffés, ressurgissent de manière spectaculaire. En dehors de l'idéal utopique d'une société sans classe, qu'y a-t-il de commun entre un Ukrainien, un Ouzbek, un Arménien, un Estonien ou un Tadjik? Depuis sa création en 1922, l'URSS était sur le papier une fédération de républiques qui pouvaient librement adhérer ou non à l'Union, mais également, comme le stipule l'article 72 de la Constitution de l'URSS, de faire sécession de cette dernière si elle le souhaite. Dans les faits, évidemment, le pouvoir central, basé au Kremlin à Moscou, étouffait toute velléité séparatiste de ces républiques. Mais avec le déclin du système communiste, ce scénario, qui semblait jusque-là farfelu, ne l'est plus autant. Le 7 avril 1990, les députés du Congrès du peuple votent une loi autorisant une république soviétique à faire sécession si plus des 2/3 de ses habitants l'approuvent par référendum. Au cours de l'année 90, une série d'élections législatives dans toute l'URSS vit la victoire de partis nationalistes dans plusieurs républiques soviétiques. Les dirigeants de ces mouvements, des hommes politiques qui profitent des libertés nouvellement acquises grâce à la politique de Gorbatchev, sont les mêmes qui vont utiliser ces libertés pour détruire l'URSS de l'intérieur, notamment en s'arrogeant des compétences qui étaient normalement du domaine du pouvoir communiste et en décrétant que les lois des républiques sont désormais supérieures à celles de l'URSS. Parmi ces dirigeants se trouve un certain Boris Yeltsin, qui doit une grande partie de son ascension politique à Gorbatchev. Mais après sa démission du Politburo en 1987, il devient un de ses plus farouches opposants, lui reprochant en particulier de ne pas aller assez vite dans les réformes. Par ses prises de position, il s'impose rapidement comme le porte-voix de ceux qui veulent en finir avec le système communiste. Le 26 mars 1989, Yeltsin est élu au Congrès des députés du peuple de l'Union soviétique en tant que représentant du district de Moscou face aux candidats soutenus par le Parti communiste avec 89% des voix. Le 30 mai 1990, il devient le dirigeant du Soviet suprême de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, la plus importante des républiques de l'URSS, et le 12 juin 1991, il devient le premier président élu au suffrage universel de la Russie. Le 11 mars 1990, la Lituanie devient la première république à proclamer son indépendance, suivie par la Lettonie le 4 mai, l'Estonie le 8 mai, puis la Géorgie le 9 avril 1991. L'URSS ne reconnaît cependant aucune de ces indépendances. Pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être, Gorbatchev organise le 17 mars 1991 un référendum qui, s'il est approuvé, doit permettre de transformer l'Union des républiques socialistes soviétiques en une union des républiques souveraines soviétiques, qui serait une confédération de républiques largement autonomes avec une monnaie, une politique étrangère et une politique militaire commune. Bien qu'il soit boycotté par 6 des 15 républiques soviétiques, le référendum est un triomphe pour Gorbatchev puisque le oui l'emporte à 78%.
Mais alors que la signature du traité devant officialiser la création de la nouvelle Union est prévue pour le 20 août, elle est brutalement annulée par un événement tout aussi brutal qu'inattendu. Le 19 août 1991, alors que le père de la perestroïka et de la glasnost est en vacances pour quelques jours en Crimée, un groupe de membres du gouvernement soviétique, du Parti communiste et du KGB, hostiles aux réformes de Gorbatchev et qui l'accusent d'avoir ruiné l'URSS, tente de prendre le pouvoir par la force et décrète l'état d'urgence dans tout le territoire soviétique. La censure est rétablie, la liberté de la presse supprimée et des chars de l'armée rouge se dirigent vers les bâtiments officiels et les points stratégiques de Moscou. Mais au bout de seulement 2 jours, la tentative de coup d'État échoue, car les putschistes avaient mal préparé leur opération et n'avaient aucun plan précis pour l'après en cas de succès du coup, mis à part la promesse bien vague de sauver l'URSS. Surtout, ces membres de la ligne dure du Parti communiste, tous issus de la nomenklatura, horrifiés par les conséquences de la glasnost et de la perestroïka, n'avaient pas prévu que la population s'opposerait vigoureusement à leur opération. Et pour le monde entier, celui qui a permis l'échec de ce coup d'État, c'est Boris Yeltsin, qui appelle les moscovites à s'opposer au putsch et à soutenir Mikhaïl Gorbatchev, auquel il est pourtant opposé politiquement. Ce qui est certain, c'est qu'au lieu de préserver l'Union soviétique, cette tentative de coup d'État a considérablement accéléré sa désintégration. Entre août et décembre 91, les républiques soviétiques faisant encore partie de l'Union, par peur d'un nouveau putsch qui supprimerait leur autonomie, proclament leur indépendance les unes après les autres. Dès le 24 août, l'Ukraine fait sécession de l'URSS. Elle est suivie par la Moldavie le 27 août, l'Azerbaïdjan le 30 août, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan le 31 août, le Tadjikistan le 9 septembre, l'Arménie le 21 septembre, le Turkménistan le 27 octobre, la Biélorussie le 10 décembre, la Russie le 12 décembre et enfin le Kazakhstan le 16 décembre. Oui, pendant 4 jours, le Kazakhstan représentait de facto à lui seul l'ensemble de l'URSS. Après l'échec du coup d'État, Gorbatchev redevient officiellement le dirigeant de l'URSS, mais il est désormais fini politiquement. De nombreux membres du parti et de l'armée l'ont trahi, tandis que ceux restés fidèles considèrent qu'il a définitivement perdu la main et que c'est désormais Yeltsin qui est l'homme fort à suivre. Le 24 août 1991, Gorbatchev démissionne de son poste de secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, le PCUS, qui suspend toutes ses activités le 29 août. Il sera définitivement supprimé le 6 novembre. Ainsi, le dernier lien qui unissait encore les différentes républiques soviétiques avait disparu. Le 5 septembre, dans une dernière tentative désespérée de garder le pouvoir, Gorbatchev crée un conseil d'État dont il prend la tête et qui doit aider à la création d'un leadership collectif censé désigner un dirigeant commun à ce qui reste alors de l'URSS. Mais ce projet ne mène à rien, car à ce moment-là, Gorbatchev n'a, dans les faits, plus aucune influence ni sur les républiques soviétiques qui ont déjà proclamé leur indépendance ou sont sur le point de le faire, ni sur le gouvernement de Moscou qui est en train de se rallier au président russe Boris Yeltsin. Le 8 décembre, sans que Gorbatchev en soit informé, les dirigeants russes, ukrainiens et biélorusses se réunissent en Biélorussie où ils signent des accords qui stipulent que l'Union soviétique, en tant qu'entité géopolitique, a cessé d'exister et qu'à sa place serait créée une nouvelle organisation intergouvernementale, la Communauté des États indépendants, la CEI. Le 21 décembre, 11 des 15 ex-républiques soviétiques signent les accords d'Alma-Ata au Kazakhstan qui entérinent la dissolution de l'URSS et officialisent la création de la CEI. Finalement, le 25 décembre 1991, le jour de Noël, dans une allocution télévisée retransmise dans le monde entier, Mikhaïl Gorbatchev annonce qu'il démissionne de son poste de président de l'Union soviétique qui est aussitôt dissous et annonce qu'il transfère tous ses pouvoirs, comme le contrôle de l'arsenal nucléaire, à Boris Yeltsin. Reconnaissant que l'Union soviétique n'existe plus, il défend son bilan politique, économique et diplomatique, même s'il reconnaît ses échecs. Il déclare notamment « Le vieux système s'effondra avant qu'un nouveau ait eu le temps d'apparaître ». Le soir même de la démission de Gorbatchev, le drapeau rouge de l'URSS fut retiré du Kremlin à 19h32 pour être remplacé par la bannière tricolore de la Russie à 19h45 au cours d'une cérémonie chargée d'émotion durant laquelle l'hymne soviétique fut joué pour la dernière fois. Par cet acte symbolique, l'Union des républiques socialistes soviétiques avait cessé d'exister et avec elle s'achevait une époque, celle
de la guerre froide. Le lendemain de la démission de Gorbatchev, le Soviet des républiques, la chambre haute du Soviet suprême, adopta une déclaration qui confirma l'indépendance pleine et totale des 15 ex-républiques soviétiques et reconnut officiellement la dissolution de l'Union soviétique. À la place de cette dernière, ce sont donc 15 nouveaux États souverains qui voient le jour et qui deviennent membres à part entière de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. La Russie, qui est de loin la plus importante des ex-républiques soviétiques et qui, depuis 1991, s'appelle officiellement la Fédération de Russie, est considérée par le reste du monde comme étant le successeur légal de l'URSS, puisqu'elle a hérité de son arsenal nucléaire, de son siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, et les ambassades soviétiques à l'étranger sont devenues les ambassades de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les institutions de l'ère soviétique, qui n'étaient pas encore supprimées, devinrent celles de la Russie. Et la majeure partie des unités de l'armée rouge, qui fut sans doute le pilier de la puissance soviétique, servit de base à la création des forces armées russes. À Moscou, désormais capitale de la seule Russie, Boris Yeltsin, premier président de la Fédération, s'installa au Kremlin quelques jours après que Gorbatchev en soit parti. À peine l'URSS disparue, Yeltsin lance une série de réformes radicales qui doivent faire de la Russie une économie entièrement capitaliste. Les conséquences de cette politique brutale furent immédiates et catastrophiques pour les Russes. L'inflation explosa, la valeur de la monnaie s'effondra, les entreprises, désormais exposées à la concurrence étrangère, firent faillite les unes après les autres et le chômage et la dette s'envolèrent. Les années 90 furent pour la Russie, comme pour les autres pays de l'ancien bloc soviétique, une période de profonde crise économique, une véritable dépression. L'économie russe a connu durant cette période une récession encore plus importante que les États-Unis et l'Allemagne durant la Grande Dépression des années 30. L'effondrement de l'URSS a aussi provoqué plusieurs conflits entre les différents peuples qui la composaient. En effet, n'étant plus réunis de force par la main de fer du communisme, plusieurs ethnies et ex-républiques entrèrent en conflit. Ce fut le cas de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, de la Géorgie avec les républiques séparatistes de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, entre les Kirghizes, les Ouzbeks et les Tadjiks, ou encore la Tchétchénie qui tenta de faire sécession de la Russie. Avec la fin de l'URSS, se posa la question du sort des dizaines de millions de russophones qui se retrouvèrent en dehors de la Russie, au Kazakhstan, dans les pays baltes ou encore en Ukraine. On peut d'ailleurs se demander si ce sujet explosif n'est pas en partie à l'origine de la crise ukrainienne depuis 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie et la guerre dans le Donbass. Même si sa situation économique s'est nettement améliorée, notamment grâce à l'exploitation et à l'exportation de ses hydrocarbures, le fantôme de l'URSS continue de planer sur la Russie. Aujourd'hui encore, les Russes sont nombreux à être ouvertement nostalgiques de l'époque soviétique, mettant en avant le fait que les conditions de vie étaient moins difficiles et surtout que leur pays était bien plus puissant et respecté sur la scène mondiale. Ils passent volontairement sous silence la terrible répression politique, les crimes de masse, le goulag et le fait qu'il s'agissait d'une dictature totalitaire. Fait révélateur, alors que Mikhaïl Gorbatchev demeure toujours largement détesté dans son pays, la personnalité que les Russes désignent aujourd'hui comme le plus grand dirigeant de leur histoire n'est autre que Joseph Staline. Voilà, c'est la fin de ce second épisode et donc de cette série consacrée à la disparition de l'Union soviétique. J'espère que ce sujet vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Comme vous l'aurez sans doute compris, il m'aura fallu du temps pour réaliser ces deux vidéos et je suis évidemment très heureux de pouvoir enfin vous les présenter. En attendant, n'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme les précédentes. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets passionnants. À bientôt les amis, salut!